Bonjour, t'as des devoirs à faire? Va faire tes devoirs. Oh, j'ai des devoirs ce soir. Je sais que j'ai pas de devoirs ce soir. Alors, il y a des enfants pour qui ça ne pose aucun problème de se mettre à ce qu'on appelle classiquement les devoirs, ce travail que l'école donne aux enfants à faire à la maison et dans lequel on inclut bien sûr les leçons. Généralement, ce sont des enfants qui ne rencontrent pas de difficultés non plus à réaliser ce qui leur est demandé. Et du coup, ça devient aussi facile pour les parents de les accompagner. Mais il y a des enfants qui n'ont aucune envie de faire leurs devoirs. Ils rentrent de l'école, ils n'ont qu'une envie, poser leur cartable et aller jouer. Parfois, ils rencontrent aussi, que ce soit ponctuellement ou plus fréquemment, des difficultés à réaliser ces devoirs. Du coup, pour les parents, ça devient aussi difficile de les y accompagner. D'où cette petite vidéo dans le but d'aider ceux pour qui ce n'est pas si facile que ça d'accompagner leurs enfants dans les devoirs à la maison. Je vais aborder simplement aujourd'hui deux concepts. La zone proximale de développement et le fait que l'enfant, pendant toute la durée du primaire, voire le début du collège, en est dans ce que le psychologue Piaget a appelé le stade opératoire concret. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de grands discours sur ces deux notions. Je vais simplement essayer de vous donner à partir de là des repères, espérant qu'ils puissent être utiles pour vous aider à aider vos enfants dans le travail à la maison, dans les fameux devoirs. La zone proximale de développement, c'est la zone dans laquelle l'enfant peut apprendre à condition d'être aidé. L'axe en bleu représente le degré de difficulté de la leçon à apprendre ou du devoir à réaliser. En deçà de la zone proximale de développement, l'enfant peut faire les choses sans aide parce qu'il a les compétences et connaissances voulues pour cela. C'est donc une zone où il s'exerce, où il s'entraîne, où il renforce ses acquis, ou bien où il apprend seul. Par exemple, si l'enfant maîtrise la technique opératoire de l'addition et qu'il a commencé à mémoriser ses tables, si on lui demande de réaliser des additions, cela lui permet d'exercer ce savoir-faire et renforce la mémorisation des tables. Le rôle des parents est alors limité à une vérification éventuelle que l'enfant ne s'est pas trompé. Ce qui est au-delà de la zone proximale de développement, l'enfant ne peut le réaliser, même s'il y est aidé. Par exemple, on ne peut pas tout apprendre à n'importe quel âge. Un enfant de primaire n'est pas en capacité de résoudre des problèmes destinés aux collégiens ou lycéens. Ce n'est pas dans sa zone proximale de développement. Mais il peut se trouver qu'un devoir donné ne soit pas dans la zone proximale de développement de votre enfant. Et vous allez vous retrouver avec une proposition d'aide qui sera inefficace. Plutôt que de vous énerver parce que l'enfant ne réussit pas, plutôt que de vous culpabiliser de ne pas réussir à l'aider, vous pouvez émettre l'hypothèse que ce qui lui est demandé n'est pas dans sa zone proximale de développement. La zone proximale de développement, c'est la zone dans laquelle l'aide est non seulement utile, mais nécessaire, indispensable. L'enfant ne peut pas faire seul, mais on peut lui apporter l'aide qui lui permet de faire, d'apprendre ce qui lui est demandé. Et cette zone est évidemment spécifique à chaque enfant. Parce que même quand l'enseignement est collectif, l'apprentissage est toujours individuel. Je peux enseigner à un groupe, mais c'est chaque membre du groupe qui va s'approprier la notion que j'enseigne, qui va donc apprendre, à sa manière, avec ses compétences. Si les devoirs donnés à votre enfant se situent dans sa zone proximale de développement, il va avoir besoin de votre aide. La question qui se pose alors à l'adulte accompagnant, c'est évidemment comment l'aider. D'où le second concept de cette brève vidéo. L'opératoire concret. Et je vais insister sur le concret. Parce que l'enfant,
durant tout le primaire et le début au moins du collège, a énormément besoin de concret. Les explications verbales ne peuvent pas toujours suffire pour comprendre et apprendre. L'enfant a besoin de manipuler, de faire l'expérience concrète des choses, afin d'accéder à leur représentation, puis à leur abstraction. Quand nous expliquons aux enfants des notions qu'ils doivent acquérir, nous en avons les représentations mentales, mais eux ne les ont pas forcément. Ces passages de la manipulation à la représentation, puis de la représentation à l'abstraction, demandent du temps. Ce n'est pas parce que l'enfant a réussi la manipulation qu'il peut forcément passer à sa représentation. Et ce n'est pas parce qu'il est capable de représentation qu'il est capable de passer à l'abstraction. En mathématiques, on peut utiliser ce type de matériel. Vous voyez là donc des petits cubes qui représentent les unités, les barres qui sont l'équivalent de 10 petits cubes, donc qui représentent les dizaines, les plaques qui représentent les centaines, et les gros cubes qui représentent les milliers. Il existe aussi ce type de matériel de cubes que l'enfant peut assembler par aimantation. Mais si vous n'avez aucun de ces matériels, vous pouvez très bien utiliser des objets qui sont chez vous. Des billes, des jetons, des allumettes, des sachets, des boîtes. Par exemple, quand j'ai 10 billes qui représentent des unités, je les mets en sachets qui représentent une dizaine. Et quand j'ai 10 sachets, je les mets dans une boîte qui représente des centaines. La manipulation de ce type de matériel que vous voyez sur l'image, pour réaliser l'opération 13 plus 28, va se faire de la manière suivante. L'enfant va prendre une barre et 3 unités pour représenter le nombre 13, et il va prendre 2 barres et évidemment 8 unités pour le nombre 28. Il prend réellement le matériel. Et il se rend compte qu'il y a plus de 10 cubes. Donc, il va regrouper 10 cubes, il va les prendre et il va les remplacer par une barre qu'il va mettre avec des autres barres. Il se rend compte donc qu'il a 4 barres, ce qui représente les 4 dizaines, et une unité, le petit cube. Pour passer à la représentation, à partir du même matériel, il va par exemple choisir de représenter les barres par des traits et les cubes par des petits ronds. On retrouve les deux nombres 13 et 28. Il ne peut plus prendre et remplacer. Il va donc représenter cette action qu'il a faite précédemment en entourant 10 petits cubes et en les barrant et en mettant une barre. Il constate donc comme tout à l'heure qu'il a 4 barres, 4 bâtons, donc 4 dizaines, et un petit cube, un petit rond, une unité. À un moment donné, il se passera du matériel, il pourra fonctionner directement avec la représentation. Pour passer maintenant de la représentation à l'abstraction, à partir de notre même matériel, à partir de notre même opération, que cette fois-là, l'enfant va poser. On apprend la technique opératoire. On part de la même représentation, l'enfant effectue la même manipulation de cette représentation, c'est-à-dire il va entourer 10 unités, 10 petits ronds. Il voit qu'il reste une unité, il va apprendre donc à placer cette unité sous les unités 3 et 8. Il va remplacer les 10 petits ronds entourés par un bâton représentant une barre, donc une dizaine. Ça correspond à sa retenue.
Il lui reste à ajouter les dizaines pour trouver qu'il y en a 4. D'abord, la grammaire est une structuration abstraite de la langue qui, de plus, peut s'avérer complexe. Elle peut rebuter votre enfant car elle peut lui paraître difficile. Et il lui est difficile d'en voir le sens et la nécessité. Pourtant, il ne peut y échapper, il faut apprendre les notions grammaticales qui vont l'aider à bien écrire. Comment donc rendre cet apprentissage concret? D'abord, faire référence au langage de l'enfant, à ce qu'il dit. Comme tout un chacun, il fait de la grammaire en permanence puisqu'il s'exprime par le langage. Il utilise des mots de nature différente, nom, verbe, adjectif, etc. et qui ont un rôle, une fonction dans la phrase, sujet, verbe, complément d'objet, complément circonstanciel, etc. L'enfant va devoir apprendre à identifier la nature et la fonction des éléments de cette langue qu'il utilise. Il va ainsi passer d'une connaissance pratique de la grammaire à sa connaissance explicite. Manipuler les éléments de la langue. Je vais prendre un exemple concernant la nature des mots et un autre concernant leur fonction. Il ne s'agit là que d'illustrer ce qu'est la manipulation dans l'apprentissage en français. Apprendre à reconnaître le nom, à l'identifier. Nom est un mot que l'enfant connaît. Il sait quel est son nom, la façon dont on le nomme, dont on l'appelle. C'est une base pour qu'il comprenne ce qu'est le nom. C'est même sa première référence pour cela. Dans la phrase, le nom désigne ce dont on parle. Présenter à l'enfant des phrases simples et qui parlent de choses concrètes lui facilitera l'identification des noms. Par exemple, si on lui dit « le cheval galope » ou « il a acheté une voiture », il pourra plus facilement dire de quoi on parle, donc identifier les noms, que si on lui dit « en allant voir mon cousin, je m'arrêterai au supermarché pour acheter des fruits ». Mais pour cette phrase plus complexe, mais encore très concrète, ça deviendra possible lorsqu'il sera parvenu à un certain niveau d'intégration du concept de nom. Il pourra dire de quoi on parle dans cette phrase. Mais pour l'aider à identifier les noms, on peut utiliser des images ou des photos. Je peux avoir un petit bonhomme pour le cousin, je peux avoir une photo de supermarché et une photo de fruits. Et on peut aussi lui demander de dessiner. On passe bien par le concret. Et on va y associer ensuite le concept de nom. Il va pouvoir les souligner dans la phrase, il va pouvoir les repérer. Alors on fera d'autres choses forcément par rapport au nom, mais c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut manipuler en français. On peut aussi manipuler pour découvrir les fonctions. On va utiliser la manipulation de groupes fonctionnels. Je prends par exemple la phrase « Chaque jeudi dans cette classe, la maîtresse lit une histoire à ses élèves ». Chaque groupe va être écrit sur une étiquette. Chaque jeudi, dans cette classe, la maîtresse lit une histoire à ses élèves. L'enfant peut ainsi voir les groupes qui peuvent être supprimés. Et il restera la phrase minimale avec le sujet et le verbe, la maîtresse lit. Mais il peut voir aussi, je reprends toujours la même phrase, qu'il y a des groupes qui peuvent être déplacés. Il va pouvoir chercher comment on peut modifier l'ordre de ces groupes. Par exemple, la maîtresse lit une histoire à ses élèves chaque jeudi dans cette classe. Il peut trouver évidemment d'autres ordres, mais il verra qu'il y a des choses qui restent dans l'ordre. La maîtresse lit une histoire à ses élèves, ça va rester dans l'ordre. Et ce sont les deux compléments circonstanciels de temps chaque jeudi et de lieu dans cette classe qui peuvent être déplacés. Et il y a donc des groupes qui sont déplaçables et des groupes qui sont non déplaçables. Voilà, ce ne sont que des exemples de manipulation en français. L'important, c'est de retenir qu'il faut, si l'enfant n'en est pas à l'abstraction,
le faire passer par la représentation et par la manipulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos appréciations positives, vos appréciations négatives, et puis à me laisser vos questions éventuelles auxquelles je répondrai si vous le souhaitez par d'autres vidéos. À bientôt!